Très bien, c'est bon. Bonjour à tous, bonjour Vanessa, bonjour Jérémy. Bonjour, Julie. Bonjour à toutes les personnes qui ont déjà été là. Enchantée pour ceux qui n'étaient pas sur la conférence que j'ai animée, c'est-à-dire les secteurs porteurs avec Julie. Et puis rebonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc là, on va commencer une nouvelle conférence sur le choix du statut juridique le plus adapté au projet. Est-ce que vous pouvez partager votre... Vanessa, est-ce que tu peux partager ton écran? Alors, je en profite le temps que Vanessa partage son écran pour rappeler quelques petites consignes. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin sur les premières conférences, sachez que vous récupérez toutes les supports de présentation, les slides de présentation, une fois que vous aurez répondu au questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé en fin de présentation, dans la semaine. Sachez aussi que vous pouvez répondre, vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet Q&R. L'objectif, hein, c'est que en fait, on réponde à vos questions en fin de conférence. Voilà, on essaiera de répondre au maximum de questions. Sachez également que dans le cadre de cette journée porte ouverte de la création d'entreprise, vous pouvez prendre rendez-vous avec nos conseillers en création d'entreprise. Ça vous permettra en fait, c'est un rendez-vous qui est gratuit, sans engagement et qui vous permettra de faire le point sur votre projet et sur votre profil et aussi trouver le meilleur financement possible pour vous former. Voilà, ça, aujourd'hui, le statut juridique, c'est un peu le nerf de la guerre, hein, ça fait vraiment partie des points clés pour créer votre entreprise. Du coup, pour cette nouvelle conférence, je suis accompagnée de Vanessa Confiac, qui est consultante et formatrice chez Creatif. Et nous avons aussi fait appel à Jérémy Cazot, qui travaille pour Legal Place. Je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui connaissent. Et donc, ils vont co-animer cette conférence sur le statut juridique. Je vous laisse la parole. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions via la rubrique Q&R. Voilà, merci beaucoup. Je vous passe la main. Merci Juliette. Donc, bienvenue à cette conférence sur le choix de la forme juridique. Je suis votre consultante formatrice Vanessa Confiac. J'ai plus de 20 ans d'expérience dans le domaine et j'interviens pour Créatif. Je présente aussi, laissez présenter mon collègue Jérémy Casso. Merci Vanessa. Bonjour à toutes et à tous. Et en effet, comme le disait Juliette, sujet très important aujourd'hui, les formes juridiques et les choix de création. Et au quotidien, avec Legal Place et les équipes juridiques et comptables de Legal Place, on accompagne des milliers d'entrepreneurs chaque mois à se lancer, à passer le pas et à devenir entrepreneur. Et donc, je suis coach pour ces équipes-là qui accompagnent ces entrepreneurs. Et sur certains cas un peu particuliers, j'accompagne aussi des entrepreneurs qui veulent monter des projets. Donc, je suis comptable de formation et gestionnaire de patrimoine de formation, et c'est pour ça aussi que j'interviens aujourd'hui aux côtés de Vanessa et de Juliette. Alors, nous allons effectivement démarrer. Tout d'abord, contrairement à ce qu'on pense, il n'existe pas de meilleur statut juridique dans l'absolu, hein, sinon ça aurait été effectivement facile, mais il faut prendre un ensemble de facteurs. Il faut prendre en compte un ensemble de facteurs pour pouvoir identifier le statut le mieux adapté au projet et aux porteurs de projet. Et donc, si on reprend depuis le début, en fait, l'entreprise est un terme juridique qui englobe toutes les formes juridiques. En France, l'État classifie en plusieurs types d'activités l'entreprise. On peut avoir une entreprise de nature commerciale, une entreprise de nature artisanale, profession libérale, agricole, etc. Et quand on parle d'entrepreneur, on parle du dirigeant de l'entreprise, hein, et peu importe la forme juridique choisie, à partir du moment où on souhaite facturer, et voilà, on crée une entreprise et on obtient un numéro de SIRET.
Et donc, les critères à prendre en compte pour le choix de la forme juridique, eh bien, ça va être la taille du projet, en fonction si vous avez un petit projet, un projet assez ambitieux, le nombre d'associés, avec éventuellement l'entrée des investisseurs, l'image de marque de l'entreprise, la protection sociale du dirigeant et de son conjoint, la protection du patrimoine du dirigeant, la fiscalité, la rémunération que souhaite se verser le dirigeant, les formalités de constitution et la gestion, les formalités administratives de gestion de l'entreprise, la situation personnelle du dirigeant. Est-ce que le dirigeant d'entreprise est en transition professionnelle, en fin de carrière? Est-ce que l'entreprise créée, c'est un complément de revenu? Ou alors, en créant l'entreprise, c'est son propre emploi que l'on va créer. Donc, en fonction de ces différents critères, on va réfléchir à trouver la forme la mieux adaptée. Hein. Bien entendu, il est possible également de commencer par un certain statut juridique et puis ensuite de faire évoluer son statut juridique en fonction de la croissance de l'entreprise. On va justement aborder les différentes formes juridiques. On va avoir deux formes essentielles en France. L'entreprise individuelle, c'est-à-dire c'est une personne physique qui crée l'entreprise, et on va parler de confusion, un petit peu de patrimoine. L'entreprise et l'individu ne font qu'un. Et puis l'autre forme juridique, la société. Donc, on va créer une nouvelle entité. Cette société est une personne morale juridiquement bien distincte de l'individu qui fonde la société. Et donc, pour les sociétés, il va exister plusieurs types de sociétés. Et pour l'entreprise individuelle, c'est pareil, il va exister plusieurs types, plusieurs formes d'entreprises individuelles. Je laisse la parole à Jérémy qui va justement parler des sociétés. Est-ce que tu veux que je partage l'écran et le slide ou... Oui, Ouais, c'est plus simple. page Ok, l'écran. merci. En effet, et c'est assez bien résumé, Vanessa, le schéma juste avant, il est très très bien résumé dans la mesure où on va avoir deux grands parcours. Alors, je vais juste me mettre en plein écran ici. Hop, si ça veut bien. Est-ce que vous voyez bien mon écran de votre côté? C'est parfait, Ouais, c'est parfait. Il faut se c'est mettre en parce plein écran. voilà, j'arrive pas à le mettre en Il faut que tu fasses partager voilà. non. Ça me fait sauter le partage. Vanessa, si tu veux rester avec ton partage, ça avait l'air Oui, stable, bien sûr. parce que de mon côté, ça ne veut pas. OK. Alors, comme l'a dit Vanessa, donc on s'est arrêté ici. Avec les sociétés, il y a plusieurs formes possibles de sociétés, et c'est ce qu'on va regarder pour commencer à la prochaine slide et dans les prochaines slides que je vais vous présenter maintenant. Donc, dans les sociétés, il y a ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une société, c'est une personne morale. Vanessa est en train de dire qu'il y avait les personnes physiques, c'est-à-dire vous avec votre nom propre. Pour une société, c'est une personne morale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que juridiquement, ce n'est pas votre nom et votre prénom qui est engagé vis-à-vis de certaines responsabilités. Donc, on est en train de créer une entité en tant que telle, ce qu'on appelle la raison sociale, le nom de l'entreprise. Autre particularité des sociétés aussi, il faut avoir un capital social, c'est-à-dire qu'il va falloir, à la naissance de la société, déposer un montant qui commence à 1 € auprès d'une banque, auprès d'un notaire ou d'un avocat ou d'un service en ligne de LegalTech qui permet de valider que la société a au moins cet argent verrouillé auprès d'un compte professionnel. Et ensuite, autre chose qui est très important, parce que quand je côtoie les entrepreneurs, il y a souvent ce risque ou cette peur de sa responsabilité. On a tous peur de se faire saisir son véhicule ou sa maison parce que son entreprise ne marche pas. Et bien, lorsqu'on crée une société, on crée la responsabilité auprès de la personne morale et votre responsabilité à vous, qui êtes associé de la société, se limite à vos apports. Donc la société, ce qu'il faut comprendre, c'est c'est vraiment une structure à part entière qui se distingue de vous. C'est vraiment assez imagé quand on parle de ça,
mais c'est vraiment une nouvelle personne qui naît, en l'occurrence une personne morale. Autre chose importante dans la société, on va avoir la gestion et l'animation entre les fondateurs. C'est pour ça que lorsqu'on crée une société, on a ce qu'on appelle des statuts. Les statuts, c'est un contrat, entre guillemets, de plusieurs pages qui définit les règles du jeu. Comment s'appelle votre société, quelle activité elle va faire, quel siège social elle a choisi, qui sont les associés et quels sont leurs rapports. Donc, dans ces statuts-là, c'est très important de se poser lorsque vous les rédigez, parce que certaines implications, qui va être président, qui va être directeur général, qui va être gérant, il y aura des impacts financiers directs pour les associés, et il faut faire les bons choix à ce niveau-là. Ensuite, lorsqu'on crée sa société et qu'on rédige les statuts, il y a plusieurs façons de déposer le capital social. Il y a la façon monétaire classique, ce qu'on appelle en numéraire. C'est-à-dire, vous créez une société avec 10 euros de capital social, vous déposez 10 euros à la banque. Mais c'est aussi possible de créer une société en faisant des apports en nature. Donc, les apports en nature, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que vous détenez. Ça peut être un ordinateur, un véhicule, peut-être même un bien immobilier que vous allez céder à l'entreprise au travers de l'apport. L'entreprise va naître en prenant possession de ce bien-là, matériel en général. Et en fonction des apports en numéraire ou en nature, on va avoir ce qu'on appelle les parts sociales. Pour faire très simple, si vous avez une société avec 10 euros de capital social et que vous êtes deux associés, vous avez 5 euros chacun, 50-50, pour résumer les choses. Le dirigeant d'une entreprise, il agit au nom et pour le compte de la société. C'est très important. Au travers des statuts, on va décider des personnes qui ont des droits d'action, des droits à signer des documents, à engager la société. C'est ce qu'on appelle le mandataire social. Vous verrez, il y a plusieurs noms derrière les mandataires sociaux en fonction des formes de société, mais gardez en tête le concept de président, de directeur général ou de gérant. Lorsque le dirigeant engage la société, il est responsable des fautes de gestion et il peut civilement et pénalement être responsable. Il faut avoir en tête cette information-là. Parce que, OK, la personne morale est responsable, OK, la personne morale paye des pénalités ou des amendes, mais en tant que mandataire social et dirigeant de la société, vous pouvez avoir, par exemple, des fautes de gestion. La faute de gestion classique, c'est un comportement du dirigeant qui va, on va dire, à l'encontre ou qui est contraire à l'intérêt social. Typiquement, le concept d'abus de bien social. Vous avez une société, vous avez de l'argent dans la société, et vous, en tant que dirigeant, vous vous payez vos vacances personnelles avec l'argent de la société. Il y a aussi des responsabilités fiscales. Lorsqu'une société, elle a des manœuvres frauduleuses ou elle met en place des dispositifs qui viennent diminuer l'impôt dans l'unique but de frauder, on a une responsabilité fiscale. Et l'abus de bien social, c'est ce que je disais en termes de faute de gestion, et c'est un peu plus poussé que la faute de gestion, c'est des biens matériels ou des moyens humains de la société qui viennent contribuer à vos fins personnelles. Ce que vous devez garder en tête, c'est que en fonction de ces fautes-là et de ces responsabilités-là, vous pouvez être interdit de gestion dans le futur. Donc, il faut toujours agir pour le bien-être de la société, pour ses performances financières et son bien-être financier. Au niveau de la forme juridique, et c'est intéressant comment Vanessa l'a présenté sur ce slide-là, parce que c'est notre méthode d'approche. Lorsqu'on rencontre des dirigeants qui veulent créer leur société, on leur parle du statut social pour en déterminer et en conclure de la forme sociale qui est adaptée. Lorsqu'on est dirigeant de société, on est soit assimilé salarié, soit travailleur non salarié. Donc, c'est les deux cibles qu'il faut avoir en tête ici. AS pour assimilé salarié, TNS pour travailleur non salarié. En fonction de la définition que je vais vous faire juste après de ces sigles-là, vous allez déjà comprendre les formes juridiques qui sont plus ou moins adaptées à ce que vous recherchez. Le dirigeant AS, assimilé salarié, il est affilié au régime général des salariés, mais il ne cotise pas à France Travail, il ne cotise pas au chômage. Ce que ça veut dire, c'est que ces dirigeants assimilés salariés, ils vont avoir des cotisations sociales qui sont payées à partir d'un salaire, à partir d'un bulletin de paye et avec un taux de cotisation qui est plus élevé que les travailleurs non salariés. Les travailleurs non salariés, ils sont affiliés au régime social des indépendants, plus connu sous le nom de l'URSSAF. Ici, il y a le sigle SSI, mais c'est auprès de l'URSSAF qu'on paye ces cotisations sociales. Et ils ne cotisent pas non plus à France Travail. Donc, dans les deux cas, on ne cotise jamais pour avoir le chômage à la suite de son activité d'entrepreneur, mais on va avoir des cotisations sociales, dans ce cas-là, dans les dirigeants TNS, qui sont calculées
est payé tous les mois ou tous les trimestres sur la base de la rémunération que l'on prend et il y a une régularisation à la fin d'année en faisant la différence entre les cotisations théoriques qui auraient dû être payées et celles qui ont été payées au fur et à mesure de l'année. Au niveau d'une société, on a plusieurs obligations et pour être transparent avec vous, peu importe le choix juridique que vous allez faire, vos obligations sont peu ou prou les mêmes. Une société, peu importe sa forme, va devoir tenir une comptabilité, va devoir enregistrer ses mouvements bancaires et ses mouvements comptables dans un logiciel qui est certifié pour tenir la comptabilité. Une société va en fin d'année déclarer un bilan et ce qu'on appelle l'alias fiscal, c'est-à-dire un peu comme vous, lorsque vous déclarez au mois de mai votre déclaration de revenus personnels, on déclare à la fin de chaque année pour une société la déclaration de bénéfices de la structure et des différents mouvements qu'il y a eu. Il y a aussi des déclarations de TVA mensuelles, trimestrielles ou semestrielles en juillet et en décembre. C'est les moments clés pour faire ces déclarations-là. Une société a le choix aussi de deux options fiscales, soit l'impôt sur le revenu, soit l'impôt sur les sociétés. Et les accompagnements que Créactif vous permet et que LegalPace vous permet aussi, c'est de challenger la meilleure des options. Est-ce que c'est l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés? Il faut vraiment analyser votre situation personnelle pour savoir ça. Lorsqu'on crée sa société aussi, on va donc faire la synthèse. Quel TVA et régime de TVA on choisit? Quel type d'imposition on veut? Donc, TVA mensuel, trimestriel ou annuel, imposition IR ou IS, et enfin statut social du dirigeant au travers de la forme juridique. Et tous ces choix-là, vous devez les prendre en pleine conscience avant de faire naître votre entreprise. Parce que certains de ces choix sont irréversibles. On va avoir juste après cette situation-là. C'est la deuxième question qu'on pose. Est-ce que vous vous lancez seul ou accompagné? Si vous vous lancez seul, les deux formes à garder en tête, le URL et la SASU. Si vous vous lancez à plusieurs, les deux formes à garder en tête, la SARL et la SAS. Donc, voici le schéma global. Lorsqu'on est en société, on a ces quatre choix-là de forme juridique. La société à la responsabilité limitée, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, la société par action simplifiée et la société par action simplifiée unipersonnelle. Donc, vous détectez à chaque fois que les formes où il y a un U, c'est les formes où vous êtes tout seul, c'est-à-dire unipersonnel. Parlons de la SARL pour commencer. Pour la SARL, c'est une société dite commerciale. Vous verrez, elles sont toutes dites commerciales en opposition à d'autres formes juridiques, agricoles et civiles, mais on est dans du commercial ici. Le capital social, il n'est pas divisé par action, il est divisé par part sociale. Donc c'est vraiment de la popote juridique et de la popote interne et de la linguistique, mais c'est important. Dans une SARL, on parle de part sociale. Dans une SARL, par définition, on est donc plusieurs, et donc on est au moins deux associés et au maximum 100 associés. La rédaction des statuts, elle est très encadrée, très rigide. On peut très très peu bouger d'articles dans ce genre de statut-là dans une SARL, et le montant du capital social est librement fixé par les associés. Le dirigeant, généralement, c'est ce qu'on appelle le gérant, et pas toujours. Vous verrez, il y a des cas particuliers, mais généralement, le dirigeant, il est gérant et il a aussi des parts dans la société. Le régime social du gérant, il va varier par rapport au pourcentage qu'il détient dans le capital. Pour faire très simple, si un associé est minoritaire ou égalitaire, c'est-à-dire qu'il a moins de 50% des parts ou 50% des parts, il est ce qu'on appelle un assimilé salarié et donc il dépend du régime général des salariés. Lorsqu'il est majoritaire, le gérant, il est donc TNS. Il a plus de 50% des parts, donc il a 51% des parts ou plus, et il est donc rattaché à l'URSSAF. Qu'il soit majoritaire, minoritaire, égalitaire, il n'a jamais de cotisation au chômage et il ne percevra jamais du chômage après sa période d'entrepreneuriat. Important aussi à noter, on parle ici du gérant, il faut aussi élargir à ce qu'on appelle le collège de gérance, les gérants. Quand vous vous mettez à plusieurs dans une société, on peut nommer plusieurs gérants et donc il faut additionner leur pourcentage qu'ils détiennent, l'ensemble de ces gérants-là. Si je prends un exemple simple, vous êtes deux dans une SARL, vous avez tous les deux 50%.
et vous êtes tous les deux gérants, imaginons. On va faire 50 plus 50, on est arrivé à 100%. On a donc deux personnes qui sont deux gérants majoritaires, AEAL2, ces personnes-là, de la société. Dans une SARL, le bénéfice il est soumis de plein droit à l'impôt sur les sociétés, ce qui permet un fonctionnement de type distribution de dividendes. Donc là, ça fait beaucoup de mots d'un coup. Mais ce que ça veut dire, c'est que la société, en fin d'année, elle paye l'impôt sur le bénéfice elle-même, et l'argent qui reste dans la société après paiement de l'impôt sur les sociétés, l'argent qui reste, on peut le distribuer. Lorsqu'on distribue les dividendes, c'est un des autres choix qui vont driver et orienter votre décision. On va soit être avec une imposition aux charges sociales sur les dividendes, pour garder en tête déjà un premier chiffre, on va dire 45% de cotisation globale sur les dividendes. Et si à l'inverse, vous n'êtes pas gérant majoritaire, on sera à l'autre système qu'on verra plus tard, le système à 30%, c'est-à-dire la flat tax. La SARL, pour résumer les choses, ça ne convient pas du tout aux personnes qui veulent lever des fonds. Pourquoi? Parce que les statuts sont rigides, la quantité et le nombre d'associés sont limités, et lorsqu'on lève des fonds, on veut avoir une flexibilité dans la rédaction des statuts et on veut avoir un nombre potentiellement illimité d'entrepreneurs qui viennent apporter à la société, notamment, et prendre participation dans la société. Ça ne convient pas non plus aux montages juridiques qui sont complexes. Vous voulez créer des filiales en dessous, vous voulez avoir de la refacturation entre des sociétés, la SARL, ce n'est pas toujours la plus adaptée. Et ce n'est pas adapté non plus aux personnes qui ont un modèle qui consiste à prendre des dividendes régulièrement. J'ajouterai peut-être une remarque en bonus, ça ne convient pas du tout, la SARL, aux personnes qui sont au chômage et qui veulent entreprendre tout en étant indemnisées par France Travail. Vous connaissez ce dispositif, on est au chômage pendant 2 ans, on touche le chômage et on crée une société. C'est notre opinion ici, la SRL, ce n'est pas du tout adapté, notamment parce que vous payerez des cotisations à l'URSSAF alors même que vous ne prendrez pas de salaire. La SRL, par contre, ça convient aux associés qui veulent limiter leur risque financier. On est vraiment sur une responsabilité très limitée. On a une flexibilité au niveau de la gestion du gérant, c'est-à-dire en fonction des parts qu'il va avoir, il sera plus ou moins adhérent à l'URSSAF ou pas. Et on veut une sécurité, une protection statutaire, c'est-à-dire on garde les pleins pouvoirs sans pouvoir se faire bouger ou bouger par d'autres associés en cas de levée de fonds. Donc voilà pour la SARL au niveau des plus et des moins. Pour le URL, il y a beaucoup de choses que j'ai dit juste avant qui seront réapplicables. À l'inverse, si vous avez bien suivi jusque-là, à l'inverse d'une chose, c'est qu'il n'y a qu'un seul associé. Le URL est composé d'un associé unique. Donc, le URL est la version light unipersonnelle de la SARL. Attention, comme le disait Vanessa tout à l'heure, les sociétés ont vocation à évoluer dans le temps. Donc, une URL aujourd'hui peut devenir une SARL demain. Le dirigeant et le gérant. Le régime social du gérant, par définition, ça va être TNS, parce qu'il est seul, parce qu'il détient donc plus de 50%. Et le bénéfice, il est soumis généralement dans les EURL à l'impôt sur le revenu, sur la fiscalité de la personne associée de la structure, même si c'est possible d'activer l'option à l'impôt sur les sociétés sur les EURL. L'URL, elle ne convient pas aux personnes qui vont avoir un faible niveau de chiffre d'affaires ou qui veulent seulement un complément de revenu. Et Vanessa entrera dans le sujet des micro-entreprises juste après. Et effectivement, pour un faible niveau de chiffre d'affaires, c'est peut-être démesuré de créer une structure juridique comme le URL. Par contre, ça convient aux créateurs seuls qui désirent se créer une société qui va amasser du capital, qui va créer un patrimoine et qui est susceptible de faire rentrer d'autres associés dans le futur, dans cette structure-là. Passons maintenant à l'autre côté, on l'a vu tout à l'heure, la SAS et par la suite la SASU. Donc, la SAS, pour parler de cette forme juridique-là, vous l'avez compris, encore une fois, une société commerciale. Le capital social est divisé en actions. Cette fois-ci, on ne parle plus de parts sociales, on parle d'actions. Donc, dans les statuts d'une SAS, on verra notamment le concept du nombre d'actions par associé. Il faut au moins 2 associés et il n'y a pas de plafond du nombre d'associés globaux qui peuvent rentrer dans cette société-là. Ce qui manque bien la flexibilité de la chose, notamment vis-à-vis des levées de fonds. Souplesse de fonctionnement, dans les statuts, on peut tout gérer, les droits d'action, les droits de dividendes, les droits préférentiels, les conditions de sortie des associés. Vraiment, c'est les statuts les plus flexibles. Le capital, il est bien sûr là aussi librement fixé par les associés et la structure peut facilement évoluer en fonction des partenariats et des évolutions financières.
Au niveau de la linguistique, dans une SAS, on parle de président. Le président de la société, c'est celui qui est nommé sur le CABIS, donc sur la carte d'identité juridique de la société, et il ne peut y avoir qu'un seul président dans une SAS. On pourrait se poser la question, et les autres, qu'est-ce qu'ils peuvent être? Ils peuvent être notamment directeurs généraux de la structure. Le régime social du président, il est assimilé salarié. Bulletin de paye, cotisation sociale, très proche de lorsqu'on est salarié. On parle en général de 80% du net ou 65% du brut en termes de cotisation sociale. Par contre, assimilé salarié ne veut pas dire salarié, pas de cotisation au chômage. Le bénéfice dans les SAS, il est de plein droit. Donc, quand on dit de plein droit, c'est qu'à la naissance, par définition, c'est l'impôt sur les sociétés qui a cette option-là sur les SAS, qui pèse sur les SAS. La SAS, pour résumer les choses, ne convient pas aux dirigeants qui veulent limiter l'impact du coût de leur protection sociale. Vous l'avez compris, en SAS, ça coûtera cher de vous prendre du salaire. Par contre, vous serez mieux protégé. Protégé comme un salarié en termes d'accidents en lien avec le travail, de la prévoyance, mais pas du chômage, j'insiste encore une fois dessus. Ne convient pas pour être coté en bourse, même si la situation économique le permet. Effectivement, c'est plutôt les SA qui vont se faire coter en bourse. En général, ce n'est pas forcément les personnes qu'on accompagne au quotidien, ceux qui veulent se faire coter en bourse dès le départ. Il faut bien l'avoir en tête si vous avez cette ambition-là. Convient aux activités qui ont un business model de type startup, qui veulent lever des fonds, qui ont des projets à développer, qui ont des charges, qui ont des salariés à engager au sein de la structure, et pour celles et ceux qui recherchent des actionnaires avec une souplesse dans la gouvernance et dans les statuts. Au niveau de la SASU, vous l'avez compris, on rajoute le U, donc on est seul désormais dans cette forme juridique-là. On va le voir juste après. Il y a un seul associé dans la SASU. La SASU peut devenir à tout moment et très facilement une SAS. Il suffit qu'on vende une partie de ses parts et on a un deuxième associé et donc on devient SAS. Et comme la SAS, la structure peut évoluer facilement et le capital est fixé librement par l'associé unique à sa naissance. Le dirigeant, il est président, par définition. Il peut être aussi président, directeur général, ce qu'on appelle PDG, un sigle qui est connu. Le régime social du dirigeant et du président ici, il est assimilé salarié et il ne cotise toujours pas à l'assurance chômage et il est à l'impôt sur les sociétés comme en SAS. Ne convient pas aux créateurs seuls qui souhaitent constituer une société désirant limiter l'impact du coût de la protection sociale, vous l'avez compris, vous payerez plus de cotisations sociales qu'en EURL lorsque vous créez une SASU. Convient aux activités qui ont des fortes croissances, des besoins d'investisseurs. Lorsqu'on veut séduire d'autres investisseurs, bon, la SASU, elle est très appropriée parce que le U tombe très vite. En une formalité juridique, on fait transformer la SASU en SAS. Et permet aussi aux créateurs seuls de se protéger, de cotiser aussi au travers des salaires à la retraite. En synthèse, on a un tableau récapitulatif des plus et des moins. Une URL, pour résumer les choses, c'est un seul associé, des statuts très rigides et une option à l'impôt sur le revenu, par définition, en termes de fiscalité. La formule sociale du dirigeant d'une URL, c'est gérant lorsqu'il est associé unique. Si le gérant n'est pas associé, il sera assimilé salarié. Dans une URL, on peut aussi nommer un gérant tiers qui sera comme un salarié. En SARL, 2 associés minimum, des statuts encadrés, un bénéfice à l'IS et des dividendes très taxés. Il faut le garder en tête. Le gérant majoritaire sera TNS. Les gérants minoritaires ou égalitaires seront assimilés salariés. En SASU, un associé, des statuts souples, un impôt sur les sociétés et des dividendes qui sont le moins taxés. C'est le moins taxé des dividendes, c'est dans les SASU et les SAS. D'un point de vue du régime social, il n'y aura jamais de TNS en SASU et SAS, donc c'est pour ça qu'il y a une croix, ce n'est jamais le cas. Et on est assimilé salarié, quel que soit le pourcentage détenu dans la structure. En SAS, 2 associés, et pareil, un statut d'assimilé salarié. Si vous devez garder 2 chiffres en tête, si vous le souhaitez, un TNS paye 45% du net. Lorsqu'il prend 1 000 euros, il cotise 450 euros. Un assimilé salarié, quand il prend 1 000 euros, il paye 750 à 800 euros de cotisation sociale. Vous voyez le grand delta et le grand gap qu'il y a entre les deux formes juridiques. Et je crois qu'il reste une petite slide de synthèse, mais je ne suis pas sûr avant que je te repasse la main, Vanessa. Oui, il y avait 2 mots à savoir. Un changement de statut social peut impliquer un changement de régime social, bien évidemment.
C'est-à-dire qu'une URL, quand vous la transformez en SARL, on peut passer de TNS à assimilé salarié. Donc, les évolutions dans la vie d'une société impactent ou votre conseiller par rapport à ce sujet. C'est très important. Donc, c'est l'exemple qu'on a rédigé ici. On est gérant égalitaire, je deviens majoritaire, je deviens donc TNS. Un dirigeant anciennement salarié peut bénéficier du maintien des allocations chômage. C'est un peu ce que je disais en introduction tout à l'heure. Vous perdez votre emploi, il y a une rupture conventionnelle, il y a un plan de départ volontaire dans votre société. Vous êtes inscrit à France Travail, vous vous demandez quoi faire. Et bien, lancez votre entreprise, touchez le chômage pendant 15, 18 ou 20 mois en fonction de la réglementation qui s'applique à votre profil et continuez à percevoir le chômage tout en entreprenant. Le dirigeant assimilé salarié qui ne se rémunère pas n'aura pas de cotisation sociale à payer et le dirigeant TNS qui ne se rémunère pas un minimum de cotisation sociale seront à payer. On parle d'environ 1100 euros de cotisation sociale. C'est pour ça que si vous êtes au chômage, privilégiez les formes comme la SASU et la SAS qui vous rendent dirigeant assimilé salarié, car vous toucherez le chômage, vous développerez votre business et vous ne payerez aucune cotisation minimum et donc pas de salaire derrière. Je te repasse la main, Vanessa, pour la partie Bien. micro-entreprise. Merci, merci Jérémy pour ces explications sur la société. Quant à moi, nous allons aborder l'entreprise individuelle avec la moins connue de type d'entreprise individuelle, hein, l'entreprise individuelle classique. Mais pour rappel, l'entreprise individuelle, c'est une personne physique hein, qui crée, hein, comme a dit Jérémy, on crée en nom propre. Hein, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de société. Et l'entreprise et l'entrepreneur ne font qu'un. Et donc, pour l'entrepreneur, on parle de soit entrepreneur individuel ou chef d'entreprise. Alors, la responsabilité du dirigeant se fait uniquement sur son patrimoine professionnel. L'État a aménagé certaines dispositions en permettant à l'entrepreneur individuel de se constituer un patrimoine professionnel. Et si jamais l'activité génère des dettes, on ira saisir le patrimoine professionnel plutôt que le patrimoine personnel. Donc, il y a deux types d'entreprises individuelles, l'entreprise individuelle classique et puis celle qui nous intéresse plus particulièrement, la micro-entreprise. Donc, j'ai commencé par l'entreprise individuelle classique. Alors, pour l'entreprise individuelle classique, généralement, on a plutôt démarré en micro-entreprise et dès lors que l'on dépasse les plafonds, les seuils autorisés de chiffre d'affaires liés à la micro-entreprise, et si on n'a pas envie de se constituer en société, eh ben, on va basculer en entreprise individuelle classique. La particularité de l'entreprise individuelle classique, c'est que le bénéfice de l'entrepreneur correspond au revenu. Hein, le bénéfice de l'entreprise, pardon, correspond au revenu de l'entrepreneur. On va prendre un petit exemple chiffré. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 70 000 euros. Il y a eu des charges d'exploitation, donc des dépenses au quotidien, assurance, déplacements, honoraires d'expertise comptable, etc., achat de marchandises ou de matières premières, etc. Donc, on a eu pour 30 000 de charges d'exploitation. Les cotisations sociales sont payées sur la base du revenu de l'année précédente. Donc, on enlève 10 500. Il va rester 29 500. Donc, sur les 70 000 de chiffre d'affaires, il va rester 29 500. Ces 29 500, c'est le bénéfice. Et c'est ce bénéfice de l'entreprise qu'il faut également déclarer à l'impôt sur le revenu pour l'entrepreneur. Et il va être imposé sur la base de 29 500. Petite particularité, hein, pour vivre tous les mois, on ne va pas parler de rémunération, on va parler plutôt de prélèvement. Hein, l'entrepreneur va faire un virement hein, du compte bancaire de l'entreprise vers son compte bancaire personnel. Ces prélèvements, attention, ne sont pas déductibles du bénéfice. Ils font partie intégrante du bénéfice. Imaginons donc, dans l'exemple ici, on a un bénéfice au final de 29 500
et que l'entrepreneur décide de prendre 1500 par an, 18 000 euros, les 18 000 font, voilà, on ne les déduit pas des 29 500, ils font partie des 29 500. Et il est possible, bien sûr, si l'entrepreneur individuel ne souhaite pas rester à l'impôt sur le revenu, qui est par défaut pour l'entreprise individuelle classique, il est possible d'opter pour l'IS, l'impôt sur les sociétés. Alors, l'entreprise individuelle classique aura un fonctionnement similaire à une société EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, à l'IS. Donc, en résumé, en bref, l'entreprise individuelle classique ne convient pas aux activités ayant un faible niveau de chiffre d'affaires ou servant de complément de revenus. Le régime de la micro-entreprise est beaucoup plus avantageux pour ça. L'entreprise individuelle classique ne convient pas non plus aux projets ambitieux en termes de développement, car il est impossible d'intégrer des associés. Il vaut mieux, dans ces cas-là, quand on a des projets ambitieux à forte croissance, il vaut mieux créer une société directement. L'entreprise individuelle classique, en revanche, convient aux activités dont le chiffre d'affaires est assez stable. On a à peu près le même niveau de chiffre d'affaires chaque année. Par exemple, marchand ambulant, activité saisonnière ou d'autres cas spécifiques. Et pour rappel, l'entreprise individuelle classique est même obligatoire pour certaines professions comme le débit de tabac, les professions médicales ou professions libérales réglementées telles que avocats, notaires, huissiers, qui sont, de par la loi, obligés d'être en entreprise individuelle classique. Nous allons aborder, bien sûr, dans la partie entreprise individuelle, la micro-entreprise, c'est ce qui nous intéresse le plus. La micro-entreprise, c'est le nouveau nom de l'auto-entreprise. Au début, le dispositif s'appelait auto-entreprise, auto-entrepreneur. On a basculé pour la micro-entreprise et ça, c'est bien une entreprise individuelle avec un régime social et fiscal spécifique, c'est-à-dire une façon de payer les cotisations sociales qui est très, très particulière et une façon de payer l'impôt sur le revenu qui est très particulier aussi quand on vous dit régime social et fiscal spécifique. La micro-entreprise a comme gros avantage, c'est un fonctionnement simple. C'est le fonctionnement le plus simple des entreprises, quelles qu'elles soient, puisque le paiement de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales ne se fait que si l'entreprise encaisse du chiffre d'affaires. La comptabilité est ultra simplifiée, quelques déclations à faire, pareil pour les déclarations fiscales et sociales qui sont très allégées. Le dirigeant, donc l'entrepreneur individuel, le micro-entrepreneur est un TNS, un travailleur non salarié. Il dépend de l'Agence de sécurité sociale des indépendants, c'est-à-dire il est rattaché à l'URSSAF. Pour être en micro-entreprise, bien sûr, je vous l'ai dit, le fonctionnement est très simple. C'est le plus simple qui soit parmi les entreprises. C'est assez facile en termes de gestion. Par contre, il y a des conditions. La condition première, c'est que le chiffre d'affaires est limité. On ne peut pas dépasser un certain seuil de chiffre d'affaires, soit 188 700 euros par an sur une année civile du 1er janvier au 31 décembre. On ne peut pas dépasser 188 700 euros par an pour les activités de vente, fabrication, restauration ou location ou autre hébergement non meublé, ou alors 77 700 euros à ne pas dépasser sur une année civile pour les prestations de services et les professions libérales. La micro-entreprise ne conviendra pas aux activités ayant de grosses dépenses d'installation et de fonctionnement, puisque effectivement, l'État ne comptabilise pas les charges et ne tient pas compte des dépenses. Ça ne conviendra pas non plus aux activités qui nécessitent des garanties et polices d'assurance élevées, comme la garantie décennale
pour des gros chantiers, pour des entreprises de bâtiments. Ça ne conviendra pas non plus aux projets ambitieux sur le long terme. On vous a dit, c'est vaut mieux créer une société. Ça ne conviendra pas pour la plupart des activités qui sont réglementées ou aux projets qui nécessitent des financements extérieurs importants, c'est-à-dire des investisseurs. Hein. En revanche, la micro-entreprise convient pour tester son activité. On n'est pas trop sûr. On ne sait pas exactement combien de chiffre d'affaires on va réaliser. On tâtonne. Voilà, donc la micro-entreprise est idéale pour justement tester son activité. C'est idéal exactement en complément de revenus. Donc, je suis retraité en parallèle ou j'occupe un emploi de salarié, mais qui me laisse suffisamment de temps pour faire une activité indépendante en micro-entreprise. Hein, ça convient bien aux activités qui ont un faible niveau de chiffre d'affaires ou un faible niveau de dépenses. Et tout simplement, cela convient également aux créateurs qui désirent une comptabilité allégée et des formalités administratives qui sont simples. Alors, ce qu'il faut retenir sur la micro-entreprise, c'est qu'il n'est plus obligatoire d'ouvrir un compte bancaire dédié dès lors que le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 000 euros. Hein, attention. Euh, euh, Normalement, toute entreprise doit payer un impôt local, hein, qu'on appelle cotisation foncière d'entreprise, excepté pour les micro-entreprises où la commune, le département ou région, hein, ça dépend où on s'installe, peut, j'allais dire, étendre l'exonération de cotisation sociale jusqu'à 3 ans au lieu d'1 an, comme c'est le cas pour toutes les entreprises. Et si jamais le chiffre d'affaires dépasse les seuils autorisés, hein, ben vous avez commencé de manière petite votre activité, ça se développe, le chiffre d'affaires dépasse 188 700 ou 77 700 en fonction de la nature de l'activité, eh ben, il est possible de passer désormais plus facilement en société, si on le souhaite, grâce à des formalités allégées. Et donc, si bien sûr vous souhaitez approfondir le sujet sur la forme juridique, eh ben, je vous conseille et vous recommande vivement de prendre rendez-vous avec nos experts pour un diagnostic gratuit. Hein, qui permet d'étudier le projet et effectivement pourquoi pas, bénéficier ensuite derrière de formations ou tout simplement aussi, vous avez Jérémy, hein, Legal Place, qui est sur la partie. Donc, on va prendre les questions. Je vais arrêter le partage. On va Merci beaucoup, Vanessa et Jérémy, pour cette conférence qui était très intéressante. On a un tout petit peu de temps pour répondre aux questions. Je vous avoue qu'il y en a eu énormément, puisque forcément, les statuts juridiques, c'est toujours un sujet qui passionne. Alors, première question. Quel est le meilleur statut pour garantir une couverture sociale, sécurité sociale de qualité? En micro-entreprise, en cas d'arrêt, l'indemnisation CPM est par exemple de seulement 8 euros par jour. Alors, comme on l'a dit, oui, effectivement, ben voilà, vous voulez une protection sociale de qualité, il va falloir se diriger vers l'assimilé salarié. Et donc, ben, il n'y a pas 36 000 possibilités. C'est être un dirigeant assimilé salarié de société, hein, notamment soit en SAS, hein, si on est à plusieurs, ou soit en SASU. Hein, très clairement. Oui, pour les indépendants, il y a un autre système de protection sociale qui est effectivement ben voilà, un peu légèrement moindre que le régime général.
Alors, une autre question. Quel statut pour créateur seul en recherche d'emploi pour ne pas perdre ses ARE en attendant de se lancer? Si tu veux, je la prends, Vanessa. J'ai vu Oui, beaucoup de oui, questions. Oui, oui, J'ai vous vu, pouvez les prendre une par une, hein. j'ai vu bien sûr. beaucoup de questions sur le sujet. Il faut vraiment comprendre que en micro-entreprise déjà, vous perdrez vos indemnités chômage en fonction du chiffre d'affaires que vous réaliserez. Donc, si vous voulez ne pas perdre un centime de vos ARE mensuels, la micro-entreprise, déjà, il ne faut pas forcément se diriger dessus. Ensuite, si vous voulez optimiser votre argent et vos cotisations, il faut esquiver au maximum le statut TNS parce que vous paierez des cotisations minimales annuelles, même sans salaire. Donc, je suis un peu radical en disant, si vous êtes au chômage, partez sur des SASU, partez sur des SAS. Merci. Quel serait l'avantage de passer à une EURL à l'IS? Alors, L'EURL, ouais, vas-y, vas-y vas-y. Vanessa. Non, non, vas-y, Jérémy. Vas-y, vas-y. Sur l'URL à l'IS, l'avantage qu'on en voit, ça va dépendre de votre fiscalité, de votre foyer fiscal. En gros, je suis une personne qui veut me rémunérer tous les mois, qui n'est pas au chômage, qui veut me rémunérer tous les mois et qui, en fin d'année, considère que je veux payer le moins d'impôts possible tout en ayant eu une rémunération. Si vous comprenez la logique de ça, les rémunérations qu'on prend tous les mois, ce sont des charges. Ça vient diminuer son bénéfice. Et donc, en fin d'année, parce qu'on est à l'impôt sur les sociétés, son bénéfice va être très faible. Donc, ça, c'est les personnes qui partent sur l'EURL à l'IS. C'est pour ça que ces personnes-là prennent ces choix-là. Alors, une autre question et qui revient souvent, qu'est-ce qu'un faible niveau de CA selon vous, de chiffre d'affaires selon vous? Alors, on peut parler de palier, hein, on va parler plutôt en termes de palier. Un faible niveau de CA à l'échelle d'une entreprise, ben, vous avez un premier palier, moins de 30 000 euros, hein, généralement, c'est ce que font les micro-entrepreneurs. Ils se situent entre 20 et 30 et 30 000 euros en moyenne, toute activité confondus. Ensuite, après, on va pouvoir avoir un deuxième palier, hein, à partir de 30 jusqu'à 100 000 euros. Et puis, au-delà le troisième palier, au-delà de 100 000 euros, là, on est sur des activités et des projets effectivement beaucoup plus conséquents. Euh, et on va retrouver effectivement les sociétés. Si on veut créer deux types de services, par exemple de services créatifs, dans des domaines différents, par exemple graphisme ou ateliers créatifs artisanaux, doit-on avoir deux micro-entreprises distinctes? J'ai lu ça et j'ai failli tomber de ma chaise. C'est pour ça que je vous l'ai dit. On ne peut pas créer deux Voilà. micro-entreprises, on ne peut pas être deux fois auto-entrepreneur. Et donc, en fait, l'idée derrière cette question, c'est quoi? C'est que les deux business vont faire dépasser les seuils que Vanessa nous a bien exposés. Et donc, l'idée de la personne qui pose cette question, c'est de dire, mais moi, je ne dépasserai pas les seuils parce que je scinde en deux et donc j'ai deux micro-entreprises et donc j'ai deux fois la réserve de seuil. Bon, les personnes qui font la loi ont pensé à ça il y a quelques années en arrière. Et donc, la personne qui se dirigeait vers une auto-entreprise veut donc se rémunérer tous les mois potentiellement, devrait partir sur une EURL à l'IS ou à l'IR et mettre plusieurs activités à l'intérieur. Euh, Quel est le statut le plus approprié du coup lorsqu'on a des activités différentes, mais vraiment complètement différentes? Est-ce que c'est la SAS, la SARL ou l'URL le plus approprié? Je me Sachant que permets, c'est une créatrice d'entreprise, par exemple, qui est actuellement chez France Travail. je me permets, Vanessa. Oui, oui. Bon, alors, si elle est chez France Travail, le résumé va être simple. Il faut créer que des SASU et même peut-être deux SASU. Par contre, si la personne nous avait dit, moi, je ne suis pas à France Travail et je veux me rémunérer tous les mois, mon approche aurait été de dire, choisissez dans ce qu'on appelle la vache à lait, c'est-à-dire votre société qui rapportera le plus de cash, choisissez l'EURL pour cette société-là. Exemple, je suis graphiste et à côté, j'achète des biens immobiliers. Il faut créer deux structures et il faut mettre la structure
on prend du cash tous les mois en EURL pour prendre des salaires. Et l'autre société, ça peut être tout type d'autres business, ça serait plutôt un SASU. Et alors, d'autres petites questions. Ça va être alors de Laetitia. Bonjour, peut-on passer facilement de micro-entreprise à SASU? Oui, aujourd'hui, les dispositifs légaux l'ont permis, hein. Ça fait partie des réformes qu'il y a eu, hein, la dernière en date de 2022, hein, avec j'allais dire, la loi sur les indépendants, hein, et qui a permis et qui permet plus facilement de passer de micro-entreprise à société. En micro-entreprise, quelles sont les contraintes quand on dépasse le seuil qui nous oblige à facturer la TVA? Outils de comptabilité, par exemple. Oui, mais il faudra désormais, je vous ai dit en micro-entreprise qu'il y avait des déclarations qui étaient allégées. À partir du moment où on dépasse le seuil de la TVA, on a juste une déclaration supplémentaire à faire. Et là, ça vous oblige un petit peu à être beaucoup plus précis quand vous tenez un petit peu votre comptabilité, hein. Ça vous oblige vraiment à tenir un peu la comptabilité pour mieux déclarer derrière la TVA. Si vous trouvez ça complexe, il est possible quand même de faire appel à un expert comptable pour déclarer la TVA. Mais ça, c'est uniquement pour ceux vraiment qui se trouvent dépassés et qui trouveraient la déclaration trop complexe. Une autre question de Lionel. Le portage salarial présente-t-il un intérêt par rapport à l'entreprise individuelle? J'ai vu aussi pas mal de questions sur le portage. Sur le Le portage, portage, ouais. gardez en tête que le portage ne répond pas à tout ce qu'on a exposé avec Vanessa ce matin. Le portage, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Le portage ne nécessite pas de tenir une comptabilité. Le portage, ce n'est pas un bénéfice qu'on distribue ou qu'on s'applique. Le portage, c'est une façon de travailler avec un cabinet qui va contractualiser avec vous pour vous placer dans des projets. Donc, ce n'est pas forcément dans le courant de tout ce qu'on a présenté ce matin, le système portage. C'est vraiment à part le portage salarial. Euh, comment s'effectue le basculement d'une micro-entreprise vers un autre statut? Est-ce qu'il y a des risques de retour de l'URSSAF? Alors non, le micro-entrepreneur peut décider seul de basculer dans un autre statut juridique en disant, bah, tiens, la micro-entreprise, je sens qu'au niveau du chiffre d'affaires, j'ai vraiment franchi un cap. J'approche les 100 000 euros avec mon activité de vente et il est temps de passer à un autre stade. Le dirigeant peut décider, lui tout seul, hein, de constituer et de basculer en société euh, ou en entreprise individuelle. Voilà, il n'y a pas de formalité plus complexe que ça. Le dirigeant peut effectuer la démarche tout seul. Et une dernière question, pourriez-vous développer des avantages à monter une association pour proposer ces services? Alors, attention, une association, c'est très, très particulier, hein. On parlait d'entreprise et d'entreprise commerciale, d'activité commerciale. L'association est réservée pour les activités à but non lucratif, des activités très, très, très particulières, hein, qui ne rentrent pas dans le champ de la création d'entreprise. Ok, eh ben, je suis désolée, nous allons devoir conclure sur cette conférence. Il y a eu énormément de questions, on a essayé d'en répondre au maximum. Merci beaucoup Jérémy. Plaisir. Voilà, sachez que Créatif est partenaire de Legal Place. Voilà, et puis mais aussi merci Vanessa. Donc Vanessa, vous pouvez la Merci. retrouver en formation chez Créatif dans le cadre des formations, tout ce qui est autour de du juridique, de la comptabilité, de la gestion de la finance. Voilà, ça vous donnera un petit aperçu. Sachez que le choix du statut juridique, c'est quand même très important dans le montage de votre projet.
mais aussi dans l'évolution de son projet. Donc, n'hésitez pas, nous, on est là pour vous accompagner sur cette partie dans le cadre de nos accompagnements et de nos formations. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nos conseillers pour réaliser un diagnostic de votre projet. Je sais que Salima vous a mis le lien dans le chat. Donc, je sais qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous qui ont été pris ce matin. Sachez qu'il y a d'autres créneaux qui ont été ouverts, donc n'hésitez pas. Et puis, sachez que dans le cadre de cette journée porte ouverte de la création d'entreprise, on vous offre 2 heures d'accompagnement individuel supplémentaires si vous souscrivez à l'une de nos formations. Donc, par exemple, ces 2 heures d'accompagnement individuel peuvent être réalisées avec Vanessa qui vous simplifiera la vie sur le choix des statuts juridiques ou sur tout ce qui est comptabilité, finance. Voilà, on va clôturer cette conférence. Sachez qu'à 11 heures, on va enchaîner avec une autre conférence qui s'appelle Quelles aides à solliciter pour créer votre entreprise. Donc, on fera vraiment le tour des aides. Sachez qu'en France, il y a pas mal d'aides qu'on peut avoir pour mettre toutes ses chances de son côté et financer la création de son entreprise. Donc, vous vous connectez depuis le hall à cette conférence et elle commencera dans 2 minutes. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Merci, à bonne journée. tous et bon courage, bonne continuation à tous. À Merci. bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir.